bloc hip-hop. « 20h38, de retour dans le bloc hip-hop. C'est JMD 96.9. Et tel qu'annoncé avant la pause, on est en présence de notre artiste du mois qui est Seba. Yes. Salut man, comment ça va? Salut, ça va très bien. Je suis vraiment honoré d'être l'artiste du mois. Vraiment, c'est incroyable. Merci énormément. Là. C'est très mérité, hein? Ben oui. Vraiment, ouais, c'est très mérité pour moi. C'est un plaisir aussi, tu sais, puis merci de t'être déplacé. oui. T'es parti quand même de Montréal, NTL, man. Pointe-Saint-Charles. Quand même. Ouais. C'est ça, je suis venu faire mon tour, se promener un peu aujourd'hui. Là. Ben oui, cool, man. Ben, commençons. Moi, j'ai connu surtout ton existence musicale, si on veut, avec le méga succès, son Vintage Alos. Ouais. Chanson qui s'est promenée beaucoup. Mais t'étais pas nécessairement à ta première chanson Non. dans ton parcours musical. Non, c'est ça. Vraiment pas, c'est ça. Ça faisait un bout. Là, j'avais sorti des tunes avec le projet Gatineau. Ça a marché. On a gagné l'album hip-hop de l'année à la disque, puis au Gala Gamic aussi en 2008 avec ça. OK, quand même. ouais, T'étais quand même. avec qui que t'étais sur ce projet-là? Ben, j'étais avec le drummer des Locaux Locas, Jean, qui jouait du drum. Jean-Sébastien Cyr, qui était le bassiste-compositeur. Dom Hamel aussi, qui était dans le duo après Orange. J'ai fait beaucoup de musique pour les ligues d'improvisation, puis tout. C'était un multi-instrumentiste incroyable. Fait qu'on était 4, là. OK. Ouais, Cool. ça le Seulement toi, comme chanteur, docteur, comme rappeur? Ouais, c'est ça. Puis après, j'ai sorti un projet qui s'appelait Cargo Culte aussi avec JF Lemieux, le bassiste, puis Alex McMahon, c'est le directeur musical de La Voix puis Star Academy, genre. OK. Lui, c'est un génie. Je veux dire, t'échappes ton crayon à terre puis il est capable de savoir c'est dans quelle tonalité. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est même pas comme une image là, pour faire rire. Là. Il y a comme l'oreille absolue. Oui, dit, c'est là. un OK. style fou, il est malade. Fait que c'est ça, j'ai sorti pas mal de projets. Puis c'est drôle parce que je pensais plus vraiment faire de musique. Après Cargo Cult, vers 2012-2013, je suis devenu DJ, mais vraiment DJ hip-hop. Puis je mixais avec mes tables tournantes, puis je voulais juste faire ça. Puis je m'étais un peu écœuré aussi de l'industrie. Puis c'est ça, je faisais plus de cash en mixant dans les bars. Ça me permettait tout le temps de faire des comme prestations, entre parenthèses. Oui, c'est ça. Puis c'est du travail. Là, je veux dire, c'est un travail qui est rémunéré à chaque semaine. Chaque fois que tu fais une job, une soirée, tu as une paye. Versus quand tu fais de la musique, il y a des streams, il y a des shit, là, mais c'est peut-être pas aussi régulier que d'avoir des gigs dans les bars. Là. Ben non, c'est ça. Là. C'était cool. Là, c'est ça. Mais je pensais plus faire la musique. Là, j'ai rencontré Org, puis repris. Quand tu dis t'étais comme un peu tanné de l'industrie, c'est-tu vraiment où que le rap s'en allait ou juste t'en avais assez personnellement? Ah non, mais c'était un peu, tu sais, mettons... non, c'était plus comme, tu sais, l'industrie un peu... ben, je sais pas, tu sais, toute l'idée, c'est comme de se vendre, tu sais, je sais pas, d'être... Tu sais, quand t'es artiste, c'est un peu... Ça me tentait plus vraiment d'être dans l'industrie, tu sais, partir en tournée, tu sais, mettons, tu sais, les gérants qui sont crosseurs un peu, toute la game. Mais j'étais pas fâché contre rien, mais je suis devenu DJ, puis c'était vraiment le fun pour moi, puis je sentais pas vraiment que j'avais le goût de rapper. Mais c'est drôle, je sais pas. Je pense vers 2014-2015, End of the Week, Oui. la fameuse compétition avait lieu au Divan Orange à Montréal. Puis Lionel du Divan Orange m'invite en tant que DJ. Il dit, s'attends-tu de mixer un petit peu avant l'événement puis après pour garder le monde? Je dis, OK, cool. Puis c'est quoi? Il dit, c'est End of the Week, c'est une affaire de rap. J'arrive, je mixe, mais là, je découvre End of the Week. Je suis comme, my fucking yo, je suis revenu chez nous, là. J'ai recommencé à écrire du rap. Je suis retombé en amour avec le rap parce que ça revenait vraiment aux origines du rap. Écrire. L'origine du hip-hop, là. Ouais. Tu sais, les DJ versus MC. Il n'y a pas de breakdance, mais le breakdance, tu sais, les vraies racines du hip-hop. Puis ça m'a vraiment remis dedans. Puis je me suis mis à réécrire, puis tout. Mais c'est vraiment à cause de End of the Week, là. Ça, c'est avant Vintage Alos en tant que tel. Ah ouais, avant Vintage Alos, moi. OK. Ouais, c'est quoi, quelque chose que tu as déjà fait? Tu as des compétitions de lyricistes comme ça? Ah non. OK. J'ai juste fait une fois les francs ouvertes, là. C'est je connais le nom, mettons. Là. Ouais, c'est un concours. Tu sais, les Sœurs Boulay, ils ont gagné ça. Loco Locas, ils ont gagné ça.
tout ce genre de band. Damien Robitaille aussi, il a gagné ça. Fait que c'est un concours de même. Puis là, j'ai vraiment eu des mauvaises critiques. Je fais, hey, fuck les concours, là. Okay. Non, j'ai bien la misère avec les concours. Les seuls genres de concours que j'ai fait, c'est le slam. Tu sais, c'est des soirées de slam, mais tu sais, c'est comme c'est un concours, mais j'allais pas là pour faire le concours. Mais là, comme ça a donné que je gagnais. Puis j'étais comme, OK, genre, je vais être compétitif. Mais j'allais pas là pour gagner. Puis c'est ça aussi qui fait que aussi j'ai un peu décroché d'aller dans les scènes de slam parce que, tu sais, j'aime tout le monde qui font du slam, mais surtout que tu arrives là, par défaut, tu es en compétition avec tout le monde un peu parce que, tu sais, ça se peut que tu lises un soir puis tu sois meilleur que l'autre soit meilleur que toi. Tu es comme, tabarnak, Fait que c'est ça aussi, l'aspect compétitif. T'aimais pas nécessairement le fait d'être en compétition ou de gagner la compétition parce que tu disais que l'autre personne, elle se sentait comme déçue d'avoir perdu. Là, Ouais, il y a un gars qui est venu me voir. C'est humilité, dans le fond, si on veut. Là, ouais, non, c'est ça, mais c'est fou, tu sais. La première fois que je suis retourné au slam, je suis sur le trottoir, puis César, il arrive, puis fait comme... Toi, mon tabarnak, je vais te planter, je vais gagner. Je suis comme, man, t'es qui? Mais tu sais, finalement, c'est devenu un chum, c'était fucking drôle parce que c'est son attitude, mais je suis comme, hey, my God, tu sais. Ça commencerait. Non, c'est ça. Mais la force, c'est qu'à un moment donné, je gagnais tout le temps, puis je me suis ramassé vraiment haut d'un pointage. Je me disais, finalement, je suis bon. Fait que je vais continuer à écrire. Puis là, je me suis mis à écrire pour la compétition. Puis là, j'ai passé 6 mois pendant qu'il n'y avait pas de slam. Je savais que le slam était pas revenu. Puis là, j'écrivais avec un esprit de vengeance. Comme, OK, mais là, je vais écrire ce punchline-là. J'en sais ça, je vais gagner, je vais être meilleur. Ils vont capoter, je vais faire ci, ta. Puis, Chris, j'étais arrivé ce soir-là. J'étais tellement comme primé pour gagner que j'ai complètement oublié mes paroles. Je me suis planté. Ouais. Mais ça a donné la toune La Mauvaise Herbe là, sur l'album, la toune de Barbe, le texte. Mais c'est ça m'a fait travailler beaucoup mes punchlines. De plus, tu sais, j'essaie d'avoir un punchline à chaque ligne. Oui, parce que ça, t'as pas de beat, là. T'as pas le choix de puncher. C'est une scène que je connais pas beaucoup, le slam. Côté écriture, justement, est-ce que ça se ressemble beaucoup ou, tu sais, mettons... avec... Le slam ou... Ouais, t'es côté quand tu l'écris en tant que tel, à comparer d'un texte de rap. C'est pas mal la même affaire parce que dans le fond, moi, j'écris tout le temps pour qu'il puisse être rappé puis qu'il puisse être slammé aussi. Okay. Mais c'est juste que dans le slam, admettons, vu qu'il n'y a pas de beat, souvent tu t'adresses au monde parce que comme un peu dans une espèce d'atmosphère de théâtre où est-ce que tu parles au monde. Puis tu sais, admettons, juste sur ma toune, depuis Je bois plus, admettons, quand je la fais en slam, je marre la même phrase en slam dans une salle. T'arrives, il y en a-tu ici qui arrêtent de boire le 1er janvier? Là, le monde se sent interpellé. Hey, moi, tu croire, ça fait 10 ans que je bois rien. Je suis de bonne heure dans le bed, je suis à minuit. Tu sais, c'est la même affaire, mon ralenti, mais comme je parle au monde, puis le monde comme, c'est vrai, moi, j'arrête de boire le 1er janvier. Ton delivery n'est pas pareil. Il se rapproche peut-être même comme quelqu'un qui fait du stand-up en humour ou de quoi de même, parce que tu parles à quelqu'un, genre. Ouais, littéralement. Puis j'essaie tout le temps d'ouvrir la porte. Tu sais, la toune Patient sur l'album, ça commence par écouter donc bonne agence, éviter les salles d'attente. C'est vraiment comme tu es dans une place, hey, tout le monde, ça va, c'est comme si tu parlais. Mais c'est ça, tu parles aussi de l'école de l'humour. J'étais allé suivre 2, je parle beaucoup. Mais... C'est correct, t'es là pour ça. Je parle pas tant que ça dans la vie, en tout cas. J'étais allé suivre, c'est ça, 2 formations à l'École nationale de l'humour. Ça a vraiment aidé beaucoup. Là. Comment t'as trouvé ça, hein? Moi, parce que moi, c'est quasiment un de mes petits rêves, ça, pour vrai. T'avais quel âge quand t'es allé à... Il y a 2-3 ans. Là. OK, quand même. Oui, c'est après Org, tu sais, à un moment donné, avant, je faisais des affaires, ça marchait ou ça marchait pas. Mais là, quand j'ai sorti Vintage à là, j'ai su que le monde m'attendait. J'étais arrivé avec une espèce de standard que là, tu sais, je peux plus sortir n'importe quoi. Il faut que je maintienne ça, puis il faut que j'impressionne encore plus le monde. Fait que j'ai voulu encore plus travailler mes punchlines. Mais j'ai trouvé ça dur parce que souvent, mettons, je passe 6 mois, des fois 1 an à écrire un texte. Puis là, mettons, je le présente dans une soirée ou bien quand je le présente après en album, il y a le réalisateur qui a fait « OK, cette phrase-là n'est pas bonne. » Tandis que on avait un cours le lundi soir, puis là, le professeur dit « là, écrivez une chronique en riant de telle affaire. » Puis là, tu as une semaine pour écrire ça, tu arrives, ton affaire est mal écrite, c'est pas à point. Puis là, le cours, c'est que chacun lit son truc, puis là, les autres, ils critiquent, mais c'est quand même assez poli. Puis c'était vraiment énervant parce que je savais que c'était pas encore bon, fait que j'étais obligé de lire des affaires, puis je suis comme, Chris,
c'est pas super drôle, mais je vais leur travailler. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, C'est vraiment sûr que c'est rushant. dur sur l'estime de soi, se faire dire, présenter de quoi qui n'est pas fini, puis se faire dire, ouais, c'est pas tant bon. Ben, je sais que c'est pas tant bon, mais il reste à leur travailler. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça, présenter un produit non fini. Ben oui. Puis, tu sais, c'est comprenable. Là. Eminem, ça a l'air qu'il est très comme ça. Là. Il veut pas autant que tu rentres dans son studio si la tune n'est pas complètement masterisée et finie. Là. Ouais, puis c'est drôle parce que le stand-up, l'humour, j'ai toujours trouvé que ça se rapprochait du rap à beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits, genre. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je vois vraiment beaucoup de parallèles avec les punchlines, les one-liners, énormément. Ben oui. C'est la même affaire. Puis même aussi, tu sais, même l'humour aussi, ça m'a appris à puncher, mais des fois, je réalise aussi que tu n'es pas tout le temps obligé de puncher que ça soit drôle. C'est vraiment puncher, il faut que tu fasses un impact. Fait que c'est pour ça aussi, mettons, sur l'album Grosso Modo, il y a plein de phrases que je trouvais que des punchlines étaient dans le vide. Fait que j'ai tout réécrit les chansons. Quand tu viens voir le show, ben c'est toute la version Grosso Modo, mais améliorée. T'sais, j'ai réécrit 45 Papineau, j'ai réécrit Rapper Chauve, j'ai réécrit Ma voisine d'en bas. Ah ouais. Mais tu changes-tu, mettons, quel pourcentage de la chanson va être changé? Ouais. Juste pour Ben, donner c'est une les petite idée, punchlines. Des fois, c'est quasiment tout. Comme, admettons, Ma voisine d'en bas, il y avait Cédric qui faisait un couplet. Ben là, moi, finalement, j'ai écrit un couplet. Des fois, c'est juste une phrase en plein milieu. C'est quand même assez tricky parce que tu te souviens de plein de phrases. Là, tu pognes cette phrase-là, t'en mets un autre. C'est vraiment les punchlines, là, un peu plus. Wow. OK. Tu parlais tantôt de Lionel Lionel Groove. C'est ça, c'est Lionel. C'est Lionel Groove. C'est comme son nouveau projet qu'il fait avec DJ Org. Ouais, c'est Sam Fay Avec Sam Fay, excuse. Qu'on a déjà reçu en entrevue la saison passée. Qui est Sam Fay? Oui. Ouais. Il n'était pas venu ici, il était au téléphone qu'on l'avait eu, par exemple. OK, il est nice. Là. Moi, j'ai fait... quand on a parti, grosso modo, moi puis Org, on n'avait pas assez de chansons pour faire 1 heure, fait qu'on l'embarquait avec nous autres, fait qu'il venait avec nous, on a fait plein de shows avec. C'est une bête de scène, là. En show, il est débile, il est capable de faire danser le monde, il est vraiment bon. Là. Ben, c'est important, ça. Oui, man. Cool, prestance, ça. Content qu'on n'ait pas dormi là-dessus. À CJMD. On était là, on était là. Ça joue, ça roule, ça roule. Exactement. Ça fait un bout, mais c'est ça. Fait que parlons de DJ Org. Comment que, c'est-tu tes amis de longue date, comment que la connexion s'est faite entre vous deux? Ben, c'est drôle. Comment ça a parti? Ben, en 95, j'étais au cégep du Vieux-Montréal. Puis j'avais une émission de radio, justement, la radio étudiante. Puis je faisais une émission, puis lui, il arrivait après, puis faisait son émission tout de suite après moi. Puis je le voyais arriver avec des caisses de vinyle. Je suis comme, oh my God, mais t'es DJ hip-hop. Puis je capotais, puis on s'est mis à jaser. Puis c'est ça, il m'a invité chez eux. J'étais allé chez eux, puis là, il y avait plein de tags. Puis il m'a initié un peu à la culture hip-hop de Montréal. Parce que moi, dans le fond, j'écoutais beaucoup de rap quand j'étais petit, mais la culture de Montréal, les graffitis, là, je me suis mis à faire des tags. J'ai trouvé mon nom de tag, Seba, à cause de lui. Puis, je l'ai vu, ce gars-là, là, il venait juste d'acheter ses tables tournantes, là. Puis là, il scratchait, on était avec Rec, parce que c'est tous des noms de graphes. Il était avec Rec, puis là, il scratchait, il était bon. Puis là, on revenait la semaine d'après, il était écœurant. L'autre semaine d'après, il est devenu fucking bon. Puis c'est ça, on se tenait ensemble, on faisait pas mal de soirées hip-hop, puis de graffiti. J'étais dans son crew, le MTL crew. Là. Puis c'est ça, à un moment donné, on s'est comme un peu perdu de vue. La vie a fait de même. On vieillit, on change, on fait d'autres affaires, puis c'est normal. Ouais. Mais on s'est revus, c'est ça, dans le temps de End of the Week, je m'étais mis à réécrire, puis j'étais full DJ pop dans les bars, puis il y avait son podcast sur le corner. Okay. Oui. Puis j'étais allé à la première de Sur le Corner, puis là, on s'est resserré à main, fait « Yo, man, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? » Il dit « Viens en haut au studio. » Puis là, je prépare mon album solo. Puis moi, j'avais tout le temps rêvé de faire de quoi avec DJ Org parce que j'ai commencé à rapper en même temps que lui a commencé à être DJ, puis on se disait tout le temps, on va faire un album ensemble. Puis finalement, tu sais, moi, j'ai arrêté de faire de la musique, puis je m'étais tout le temps dit, je vais faire un album avec lui. Puis le monde, il disait tout le temps, mettons que mes anciens projets, c'était pas assez hip-hop. Puis je suis comme, ouais, mais Chris, tu sais, DJ Org, il sait, tu sais, que moi, je suis vraiment hip-hop, Puis souvent, dans mes raps, tu sais, Vintage Alla, c'est pas arrivé même. J'écrivais tout le temps des raps. Yo, back in the day, je faisais du rap. C'était vraiment la DJ Org. Yo, tu sais, j'étais authentique. Puis c'était tout le temps ça, DJ Org, il revenait tout le temps. Puis là, je le vois, il dit, man, je pourrais faire les scratchings sur ton album. Je suis comme, oh my God. Tu sais, c'était mon chum avant, mais Chris, DJ Org, entre-temps, c'est devenu quelqu'un d'incroyable. C'est le DJ premier du Québec.
Puis là, il voulait faire des scratchings gratuits sur mon album. Puis comme fat. Mais non, c'est ça. Puis là, j'étais allé en studio avec lui, j'ai fait entendre mes beats, il fait c'est pas si bon que ça. Puis là, quand je fais faire un beat, puis man, je vais être franc, puis yo, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est le meilleur collègue. Ben oui, man. Ça te prend pas des yes men dans ton entourage. Ça te prend quelqu'un qui va te dire ce que tu penses. C'est ça, puis il a changé ma vie. Tu sais, cet album-là, tu sais, je l'ai fait tout seul, au-delà du reel, mais je serais pas parvenu à ça musicalement, puis côté lyrique, sans lui, parce que moi, je travaillais avec du monde, puis c'était souvent, mettons, eux, ils faisaient la musique, puis là, ils me laissaient pas parler, puis là, ils étaient comme, toi, tu t'occupes des textes. Des fois, je faisais des textes, j'avais des petites punchlines de la merde, un flow tout croche. Je connaissais pas la musique, je réécoute mes vieilles tunes, je dis, hey my God, le flow, ça c'est vraiment de la merde. Et lui, il est arrivé et dit, tu sais, ce flow-là, essaye ça, cette phrase-là est moins bonne. Ça, il est supposé d'avoir un punchline. Là. Hein, quoi, un punchline? Il dit, ouais, ça prend un punchline là, Fait qu'on a vraiment, vraiment travaillé les affaires. C'est un réalisateur. Puis, moi puis Org, on a passé 6 mois de temps ensemble à juste se parler. On allait en studio, on faisait pas de musique, on parlait du projet. Il disait, OK, toi, t'es un gars, tu fais du vélo, t'habites à Montréal. Moi, j'ai un chalet dans le bois, je suis le gars du bois. Toi, ici, toi, mettons, des fois, tu bégayes, on va mettre ça dans le tune. Fait qu'il y avait plein d'enfants là, on a vraiment travaillé ça. C'est vraiment un réalisateur qui s'assoit avec toi puis qui voit vraiment t'es qui, où est-ce que tu t'en vas, ton unicité. Il me parlait beaucoup de Samian. Samian, tu sais, lui, t'as le gonquin, il a travaillé telle affaire. Non. Fait que c'est vraiment quelqu'un que si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, tu t'assois avec Org puis il va t'arranger ça, tu sais. Je comprends. Non, c'est un réalisateur. C'est ça, un réalisateur. C'est pas juste quelqu'un qui paye sur Rec, qui te laisse enregistrer tes affaires tout croche. Si ça marche pas... Des fois, il me disait, il dit, toi, je t'aime, j'aime ce que tu fais, c'est pour ça que je te reprends. Mais il dit souvent, man, le monde, ils viennent, ils me donnent 100$, enregistre des affaires, puis, tu sais, j'écoute même pas. C'était du bon, je suis comme, oh, ouais, man. Il dit, man, j'étais sur silence. Ah, ouais, c'est cool, pareil. Puis, comment ça a développé jusqu'à créer votre duo, grosso modo? C'est un peu. Je sais pas, on dirait que je viens de répondre. Oui, peut-être, mais l'album que vous avez produit, lui, en fait, il a produit toutes les instrumentales sur l'album. Ouais. Puis, c'est-tu quelque chose que vous vouliez faire? Vous vouliez faire un album ou, en fait, vous risquez peut-être de ressortir quelque chose dans... On voulait faire un album, on l'a appelé l'autre Grosso Modo, mais c'est ça, là, je voulais vraiment faire un album solo avant. J'avais besoin de faire ça, tu sais, puis m'affranchir de tout le monde, puis y aller avec mes affaires. Okay. C'est ça, là, on recommence à jaser peut-être. Là. Tranquillement, pas vite. Ouais, c'était un bon projet, c'était vraiment le fun. Puis tu sais, je fais des shows, je suis tout seul, puis je m'ennuie quand même, tu sais, de Org, tu sais, comme... T'as tout le temps quelqu'un pour te cheer up un peu. Ben oui. Puis du début à la fin, ça a pris combien de temps à faire ce projet-là? Ouais. Quasiment 2 ans. Comme j'ai dit, on a pris 6 mois à jaser, puis après, on a travaillé un peu en studio. Mais à un moment donné, mettons, on a fini l'album au mois de septembre, mais il est juste sorti en février. Fait que, on a tout fait les vidéoclips. Quand l'album est sorti, Vintage Alos, quand la tune est sortie, on n'était pas comme, oh my God, on a un succès, on est dans la merde, il faut qu'on fasse d'autres tunes, on fasse des affaires. Tous les clips étaient tournés, tout était prêt. Tout était prêt, Nice, tout était fini. Ouais. Puis on savait, moi, là, quand j'ai commencé à écrire Vintage Alos, chez nous, j'ai trouvé le nom de Vintage Alos, puis un bout de refrain, j'étais chez nous, j'ai eu le vertige, j'ai fait, oh my God. Bing bang. Tu savais que tu tenais quelque chose. Combien de temps que ça a pris pour l'écrire, Vintage Alos? Peut-être 3-4 mois, 6 mois au complet, parce qu'au début, c'est ça le génie de Org, OK? C'est vraiment débile. C'est qu'au début, c'était comme, hey yo, quand j'étais jeune, non, je faisais ci, je faisais ça. Mais tous les rappers l'ont fait back in the days, yo, j'étais, Oui. Puis Org, il fait, non, il dit, c'est pas toi qui es vintage. Retourne chez vous, écris si t'es vintage à l'os, si t'as fait ça. Puis c'est lui qui est arrivé avec le si. Il dit, pogne toutes tes phrases, commencez par si, on va s'adresser au monde. Puis là, il a fait, gars, moi aussi, je suis vintage. Parce que moi, je viens de Terrebonne. Puis là, j'étais comme vintage. Il dit, moi, je viens de Montréal. Il y a beaucoup d'affaires que tu savais pas. À Montréal, il y avait un zoo dans le parc La Fontaine. J'ai dit, tu vois, j'habitais à côté. J'étais pas capable de dormir la nuit parce qu'il y avait un animal qui faisait du bruit. Fait qu'il est arrivé avec toutes des références de Montréal. Fait qu'il a fallu que je tasse mes affaires. Bon, c'est comme un peu chicané parce que lui, il dit, je veux dire ça. Je dis, mais ça n'a pas rapport avec ça. Il était comment, man? Puis là, il dit, enlève ça. Là. Il a pas mis des bouts de phrases. Il les a comme tassés. Il les a Ouais. Ça, maintenant, on chicanait un peu. J'étais comme tabarnak. C'était ma question. Est-ce que ça te fâchait quand il te reprenait, qu'il te disait non, faut que tu réécrives, ou t'étais comme, je prends la critique, je vais retourner puis je te retravaille?
Ben, des fois, c'est fâchant un peu, mais de l'autre côté, ça a juste du bon aussi parce que tu sais, ça te pousse à aller plus loin. C'est important, le regard de l'autre personne. Puis même dans tous mes projets, moi, je suis tout le temps au service de la chanson. J'ai pas d'ego. L'important, c'est tu bon pour la chanson est-tu bonne? Moi, je m'en crisse de shiner, de pas shiner. Tu sais, c'est au service de la chanson. Fait qu'on était au service de la chanson. Ça a tout le temps été ça. Fait que c'est sûr, il y a des affaires, mettons, tu sais, que j'aimais moins, c'est pas que j'ai recommencé des phrases, mais en général, c'était une super belle école, là. Vraiment. Là. Mais tu sais, c'est un duo, on travaille ensemble, à un moment donné, c'est ça. Là. Est-ce que ça t'a rendu plus difficile sur tes propres textes quand t'écris tout seul? Ouais. Chris, oui. Ah oui. Ouais, justement, c'est ça, la tune de Chip, mais ça a pris comme 1 an et demi à l'écrire, à la finir. J'ai retravaillé beaucoup mes affaires. Je retravaille beaucoup les punchlines. Des fois, je peux réécrire genre comme une vingtaine de fois en une soirée la même phrase. Puis j'ai passé 3 ans de temps. Tu sais, mettons, moi, la fin de semaine, je vois ma blonde, tu sais, vendredi, samedi, dimanche. Puis du lundi au jeudi, je suis chez nous, tout seul, à tous les soirs, puis j'écris, je réécris, je sors pas, j'écris, je réécris. Fait que je suis tout le temps en train de travailler, tu sais. Après-midi, j'ai pratiqué mon ukulélé. Tout à l'heure, quand je vais arriver chez nous, je pratique. Je suis tout le temps en train de travailler là-dessus. Fait que ça m'a rendu vraiment, vraiment, vraiment critique, là. Puis je veux parce qu'il y a beaucoup de phrases dans mes projets que j'aimais moins. Puis là, quand je rappe, ben je vais être fier de chaque phrase. Chaque ligne que tu dis. Ouais, c'est ça. Ben, c'est une bonne affaire parce que je pense que c'est de même que c'est plus senti quand tu arrives dans le bout pour enregistrer. Il faut que tu crois en ton texte quand tu arrives. Faut que tu sois convaincu que ce que tu fais là, c'est la meilleure affaire que tu es capable de faire. Faut que tu le saches au fond de toi. Puis de retravailler comme ça tes textes, c'est sûr, ça te donne un meilleur produit. Le beat, étais-tu produit avant que tu écrives les paroles pour Vintage Alos? T'as-tu écrit sur un beat ou ben non, t'es arrivé avec un texte, puis Org t'as sorti un beat? Bon, au début, j'ai commencé à écrire pas de beat, là. Ben ça, j'ai cette idée-là depuis à peu près 2000 d'écrire ça. Ça s'appelait 1984. Yo, je faisais du rap en 84, nanana. Puis j'avais commencé à écrire pas de musique. Puis là, il est arrivé avec une musique, mais au début, je trouvais que Vintage Alos, le beat était trop rapide. T'as connu là avant TPS. Tu perdais pas sans GPS. Je suis comme, Chris, c'est trop vite. Je serais pas capable de rapper. Du oui, tu vas être capable. Puis même le couplet 3... Moi, j'ai voulu l'enlever parce que quand est venu le temps de l'apprendre par cœur, j'étais pas capable de chanter. Parce qu'en studio, tu peux arrêter. Oui, c'est pas pareil. C'est comme je suis pas capable, je vais pas être capable. Il dit, voyons donc, il est écœurant, ce couplet-là, man. Il dit, tu peux pas ne pas le chanter. Genre, man, on va l'enlever, là. OK. C'était... La musique est arrivée un peu après, mais c'est sûr que la musique, elle a emmené le feeling. Puis là, on a placé le refrain là-dessus. Il n'y aurait pas eu ce refrain-là sans la musique. C'est un beat nostalgique un peu, là. Ça faisait un peu dogmatique, ça me gossait au début, ça ressemble bien trop à dogmatique, là. Mais j'ai su que c'était pour passer à la radio parce que tout l'été avant qu'on sorte la chanson, j'écoutais beaucoup le 96.9 de Montréal. Puis il y avait tout le temps la fameuse tune de dogmatique qui jouait. Je crime si cette chanson-là joue, elle va jouer. Mais j'ai l'impression que c'est surtout sur le dernier couplet. T'sais, on parle de la chanson Sur le pleureur, là, que c'est un peu le même pattern, mais ça y va progressif dans le beat quand tu écoutes comme il faut. Fait que c'est plus vraiment sur le dernier couplet, mais effectivement que j'ai eu un peu le même feeling. Là. T'as eu, mais tu sais, très remix, puis très autrement, il n'y a rien de copier là-dedans, puis en plus, c'est un très bon pattern. Fait que... Nous autres, on savait que c'était pour être un hit en cause du texte, mais comme moi, comme je dis, tu sais, j'ai été DJ du jeudi au vendredi dans des bars, puis toutes les fois que je droppais des tunes ou des nouvelles tunes, ça arrivait jamais. Je mets la tune Vintage Alos 6 mois avant qu'elle sorte, je l'avais, tu sais, je l'avais, Chris, la tune, c'était à moi, là. Je l'ai droppé un soir dans un bar. Ça virait fou. Yo, il y a une fille, elle a levé son téléphone pour Shazam pas, elle vient voir du « C'est quoi qui joue? C'est quoi? » Oh shit! L'autre semaine d'après, c'est une... Ah, man, c'est quoi cette tune-là, man? C'est non, mais débile! Je suis comme, Chris, c'est moi. C'est malade. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, je vais dropper la nouvelle tune, je sais pas de quel, tu sais, mettons, des artistes vraiment comme connus, tu sais, même Mark Ronson, qui a fait Uptown Funk. Tu sais, mettons, je drop une tune la première fois, souvent, quand c'est pas un hit, le monde n'y embarque pas. Tu sais, des fois, j'ai droppé des grosses chansons 6 mois avant que ça devienne des hits. Parce qu'ils savaient pas... Ils sont comme puis là, comme, quand le monde savent que c'est un hit, là, c'est que c'est rendu bon, c'est vraiment mentalement. Mais fuck, man, Vintage, là, j'ai droppé dans des bars avant que ça sorte, puis le monde hallucinait, puis c'était pas reconnu par la société que c'était un hit, là. J'étais comme, what the fuck, là. Non, c'est ça, mais ça tapait à l'oreille tout de suite, puis tu sais, je veux dire. Parce que le monde, ça reconnaissait. Oui, c'est ça, puis ça va interpeller du monde un peu plus vieux, puis vu que c'est du rap, ça va interpeller du monde un peu plus jeune aussi. Fait que tu ratisses beaucoup plus large en faisant ça. Ouais, mais c'était aussi une.
une sorte de marché. C'est que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui a abandonné le rap, des fois en vieillissant, parce que maintenant, le rap, ça leur ressemble plus, tu sais. C'est ça. C'est ça, Org, il me dit, la première fois que j'étais allé le voir en studio, il dit, ben gars, on va faire l'album ensemble, mais il dit, la seule affaire que je t'oblige à faire, c'est retourne chez vous, écoute le documentaire Adult Rapper. OK. Puis il m'a fait écouter ça. C'est sur un gars en haut de 40 ans qui essaie de continuer à rapper. Puis on a commencé à penser à ça, à faire du rap, admettons. Tu sais, quand t'es plus. Tu sais, mettons, les jeunes vont faire comme je me suis acheté un gun, mais tu sais, je rencontre des filles, ou ben tu sais, je bois du NSI. Toi, c'est pas ça, là. Mais tu sais, quand t'es 40 ans, t'es un rappeur, c'est comme Chris, faut que je paye mon hypothèque. Je suis en retard, c'est le paiement de mon F-150, mais c'est ça. Ouais. C'est d'autres préoccupations, puis c'est pour ça que j'ai fait, tu sais, moi, mettons, je commençais à perdre mes cheveux, puis je le cachais avec une casquette, puis là, comme, tu sais, je me ramassais les cheveux avec de la gelée, tu sais, pour pas qu'on voit mon fond de tête, Puis, Chris, ce projet-là, pendant que je faisais ce projet-là, ben, je me suis rasé à la tête, je me dis, Chris, je vais assumer le fait que je suis chauve, puis j'ai écrit une chanson là-dessus, mais si Org m'avait pas fait écouter ça, si on n'avait pas dit, ben, gars, on va assumer d'être plus vieux, puis c'est correct, ben, tu sais, j'aurais pas assumé ma calvitie, j'aurais pas écrit une tune là-dessus. Chris, c'est-tu un rappeur pas grand rappeur qui a fait, hey, moi, j'ai plus de cheveux sur la tête, là. C'est pas cool. C'est ça qu'on veut, par exemple, parce que ceux qui grandissent avec le rap, qui pognent 30-40 ans, ils veulent que le rap continue de les représenter pour vrai. Fait que c'est là qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter de faire du rap. Tu sais, des fois, c'est une question qui se pose des fois dans des blogs ou des memes c'est ça. Facebook. T'es-tu rendu trop vieux pour faire ça? Il n'y a pas d'âge pour faire du rap, mais tu sais, il y a peut-être un âge pour... changer la façon d'aborder les sujets, pour choisir ça, les thèmes un peu mieux, tu sais. C'est sûr qu'un gars de 40 ans qui paye son hypothèque puis qui a 2 enfants, mettons, s'il parle de gang puis qu'il a acheté un gun, c'est pas... Non, c'est ça, mais faut que ça continue de représenter l'âge qui vieillit, même. À 70 ans, man, tu parleras de pimper une marchette ou... il y a 2 rappeurs américains qui ont à peu près 70 ans. As-tu déjà vu? Tu sais de qui je parle, hein? Ils sont forts, man. Ils sont fucking Leur forts! nom me revient pas. Leur nom me revient pas. Je vais checker vite. Là, on reviendra avec ça, mais... ouais, tout à fait, puis... Ben, c'est d'être real aussi. Je veux dire, comme... Ouais. Tu sais, tu fais une toune là-dessus... Tu sais, c'est ça l'affaire. Ça, mettons, je fais une chanson hypothèque F-150, puis le gaz est donc bien cher. Mais là, t'as du monde de 50, 60 ans qui vont faire « Chris, moi, j'aime pas le rap, mais j'aime ta toune parce que tu parles d'eux, tu parles des vraies affaires aussi. » Puis c'est ça, souvent, on est comme pris dans le carcan hip-hop qu'il faut que ça ait l'air de ça, tu sais. Mais tu peux faire ce que tu veux aussi. Un coup d'effet, oui, tu peux faire ce que tu veux. Hein? C'est beat et basse, les 2 rappeurs de 70 ans. Donc, ben hot, ça. Je te dis, ils ont 70 ans comme faut, puis tu l'entends dans leur voix. C'est une voix de monsieur, là, tu sais. Ils sont vraiment forts, là, puis ils rappent sur des beats actuels, plus trap, là. Oui, c'est vraiment fucked up. Non, je te le dis, c'est vraiment spécial. Avec une canne. Mais c'est peut-être pas ça que j'avais entendu. Par contre, moi, c'était un clip, ils étaient les deux dans une piscine, puis c'était comme gangster rap. Je pense que c'est les mêmes. Ouais, ils ont peut-être fait une tune boom-bap, mais ils ont fait beaucoup de beats actuels, là, c'est ça. Là. Moi, c'était une chanson que je connaissais quand j'ai vu le clip. J'ai dit, crime, tu sais, j'étais étonné. C'est les deux mêmes. C'est pas pour dire que... Alors, tourner dans les CHSLD. Ben oui, man! Je fais déjà ça. Moi, j'ai fait un show dimanche passé à Terrebonne au Club de l'Âge d'Or. Ah ouais? Je voulais tellement y aller, c'est gratuit. Je me suis pas fait payer, puis j'ai exigé de pas être payé. J'ai fait ça gratuit. Je suis allé faire des tunes de rap, mais il y avait du monde de 90 ans. Je le rappais vintage à l'os. C'était débile. Puis t'es comme, moi, j'aime pas le rap, mais j'aime ce que tu fais. Puis le gars, faudrait que tu fasses d'autres choses, le rap, là, non? Mais c'est hot. Lui, il a pris le terminus Henri Boux, que c'était le dernier sur l'île, puis il se rappelle de Berry de Montigny. Puis, Ben oui. C'est fucké parce que il y a... En 2018, moi et Org, on a fait un show, c'est le cabaret du Vieux-Saint-Jean, dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Puis là, avant le show, c'est une espèce de show, c'est les jeudis show. Fait qu'à tous les jeudis, ils font des découvertes. Fait que le monde va voir ça, puis découvre des bands. Puis maintenant, je check le rideau, la salle est pleine, mais c'est tout du monde en haut de 60 ans. Je dis qu'on est dans la marde. Yo, c'est le meilleur show qu'on a fait de toutes nos chambres. Ouais, parce que, tu sais, Mané, dans la toune de Rapper Show, Mané, je dis, je suis comme Kojak.
Mais Kojak, c'était une série télé des années 60-70 où c'était policier, il n'avait pas de cheveux sur la tête. Yo, tous les vieux, ils ont ri. Ouais, ils ont compris la référence. Ils comprenaient toutes les références. C'était comme, yeah! Puis Chris, il y a eu des applaudissements des places fucked up que jamais personne qui ont applaudi, mais jamais. Tu sais, mettons le musicien de jazz quand il fait une passe de bass. Ouais. Yo, il y avait des applaudissements de même. Au pire, était comme, oh Chris, parce qu'il catchait tout. Tu sais, Michel Louvain puis Michel Jasmin, mais. Ouais. Tu sais, mes parents ont 75 ans, ils catchent ces références-là, mais le jeune, il catch pas. Non, fait c'est que, ça. Fait que Faut c'est faire ça. tes recherches. Là. Mais vraiment, c'était le meilleur show, là, je pense, de toute ma carrière. malade. Oh man, c'était débile. Est-ce que tu as senti que ta carrière a vraiment décollé avec ce projet-là? Ben oui. Plus qu'avant. Ah, Chris, oui. Ça a été instantané, là. Ça a été instantané d'un coup. Écoute, on a fait 1 million de vues en une semaine, là. C'est Mais gros, sur là. Facebook, mais c'est fucked up parce que avec Org, on était chez eux quand le clip est sorti, puis juste avant que le clip sorte, Facebook, ils ont changé leur algorithme. Tu sais, avant, c'était tout le temps... il y avait beaucoup, tu sais, pas de publicité, mais admettons, c'était tout le temps des profils d'artistes. Admettons, tu étais à Silverstein, là, un groupe de métal, admettons. Si tu étais abonné à cette page-là, c'était tout le temps ça qu'il y avait dans ton feed. Ouais. Il y avait moins de vidéos de chats. Puis là, ils ont changé leur algorithme. Non, mais c'est vrai, ils avaient changé leur algorithme pour dire, ben gars, nous, on veut réintégrer l'humain et non, genre, tu sais, les publicités, puis les bands, puis les corporations dedans. Fait qu'ils ont commencé à pousser un peu plus les vidéos de chats. Puis Karlov, le réalisateur, on a sorti le clip 3 jours avant, le clip officiel, mais lui, il avait fait un autre vidéoclip, le Director Scott, qui appelle avec toutes les images de ce qu'on dit, mais avec des images qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Fait qu'il les a mis dedans, puis il a fait passer ça pour une vidéo de chat. Ben, pas une vidéo de chat, mais comme une vidéo personnelle. Il a écrit « Ah, ben, j'aimais beaucoup cette chanson-là. J'ai décidé de remixer ce vidéoclip-là maison. » Mais c'était pas vrai. Il a écrit ça sur sa page Facebook. C'est une page Facebook. C'est un post. Puis tout le monde a commencé à se relayer ça. Mais moi puis Org, on était assis chez eux, puis on fait comme, OK, on vient de lancer le clip. Là, il a ouvert son ordinateur, on était sur Facebook, puis on voyait les views, là, puis on pensait que c'était le label qui avait acheté des views. Man, c'est débile, c'était comme, en 5 secondes, 5 000. 2 000 de plus, 3 000, 4 000, c'est clac. 10 000, 15 000. T'es comme, what the fuck? Là, on est allé pratiquer, on vient une demi-heure après, ça avait monté à je sais pas combien de milliers de vues. Puis c'est comme une espèce d'aiguille. C'est comme, what the fuck? Mais ça, on a fait 1 million de vues. Mais c'est ça, je suis rentré dans la tête du monde. Puis mes tunes y jouent. Puis c'est ça aussi. Financièrement, ça a donné une sécurité. Mais j'étais tout le temps dans la merde. Au moins, j'ai comme des petites redevances qui rentrent à chaque mois. Avant, est-ce que tu avais un 9 à 5 ou tu réussissais à vivre de ton art quand même un peu? Tu avais tes jobs de DJ, right? Ouais, DJ, ouais, c'est ça. Je faisais juste DJ. Juste DJ, tu n'avais assez là, pour t'en sortir au moins. Là. Mais là, ça donnait un bon coup de pouce financièrement. Ouais. Beaucoup. Mais il y a de quoi que je fais aussi, des jeunes entreprises, ça s'appelle À l'affiche Montréal. Ça fait vraiment longtemps, mettons, je mets des posters. Mettons, quelqu'un fait un show, puis je te donne des posters, peux-tu aller mettre dans un commerce? Mais je fais ça depuis tellement longtemps que j'ai jamais arrêté de faire ça. Okay. Fait que dans le fond, j'ai une grosse entreprise. Là, je veux dire, je m'occupe de tous les shows heavy metal, les shows un peu indie, ce qui vient au MTLUS, c'est moi, Club Soda, je m'occupe de ça, je m'occupe de toute la scène indie. Tous les événements? Beaucoup, parce que je m'occupe de Greenland, Blue Sky Stone Black, Extensive Enterprise, je suis promoteur pour des salles de show. Fait que tu crées les flyers c'est ça. Ou tu ne fais que les distribuer, aller les mettre partout? Je fais l'impression, puis je distribue. Là. Très nice. J'ai des spots où est-ce que je vais même depuis les années 90. Fait que je rentre dans un café. Fait que à un moment donné, le monde me dit « Hey, tu mets encore des posters? » Je suis comme oui, parce que ça paye. Fait que j'ai jamais lâché ça. OK, je comprends. Fait que je continue, puis c'est vraiment le fun de jouer des shows, mais c'est débile, là. Tu sais, imaginez n'importe quel band heavy metal, mettons Dying Fetus qui vient, ben c'est moi qui s'occupe de ça. Cannibal Corpse vient, c'est moi qui s'occupe de ça. J'ai pas vraiment de show hip-hop, là, dans... T'es la première personne que j'entends qui fait ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Nice. C'est quand même cool, sérieux. Yo, c'est fucking nice. Puis, j'ai beaucoup de liberté. Je commence quand je veux, je finis quand je veux. J'ai plein d'affiches. J'ai tu crées ton horaire, tu sais. C'est ouais, puis c'est ça. Puis là, tu sais, vu qu'il n'y a pas grand monde, ben c'est ça, là, tu peux charger un peu. Non, c'est le fun. J'ai jamais lâché ça. Fait que c'est comme ma sécurité. Fait que je vis de l'art, mais c'est ça, je lâcherai pas ça parce que je suis mon propre patron. Fait que c'est pas comme tu sais. Puis... Fais pas chier de faire ça, c'est ça. Ouais, mais pas que ça, à un moment donné, je veux dire, tu sais, je fais
des fois 3-4 shows par mois. À un moment donné, je dis, c'est loin tout seul à la maison. Là, je vais faire oui, ça. c'est ça. Oui, je comprends. Ben, c'est le fun. Là. Je m'occupe de Sale Barbe, le groupe acadien. Je sais c'est qui. C'est ça, je fais la promo pour ça. Ouais, c'est ça, me semble, c'est eux qui font la tune. Les haricots sont pas salés. C'est vrai de ça, ouais. Ah les ouais. deux gars, ils me regardent. Bravo, Vince. Comment ça, tu sais ça? Je suis impressionné. Yo, c'est fucking bon. Ils sont fucking bons. Jake qui crée pas à ça. Il est comme, comment ça, tu sais ça? Alors, hey, moi, je suis un malade de musique acadienne, là, mais comme j'étais allé en Acadie, là, j'arrive de là il y a 2 semaines, j'étais à Nouvelle-Écosse, j'étais allé sur le lieu, tu sais, où est-ce qu'il y a eu le grand dérangement. Tu sais, quand les Anglais ont fait, hey, vous autres, vous crissez votre camp d'ici à Grand-Pré, j'étais allé, là, puis il y a le nom de mes ancêtres. C'est comme, Ah ouais? très Es-tu nice. rendu à Louisbourg? Non. Qui est loin. J'aimerais ça aller là, mais c'est comme fucking au nord, puis c'est comme trop loin. Là. Non, je suis pas allé là. Mais c'est ça, c'est des belles, fait que je tripe sur tout ce qui est acadien. Là. Ben, c'est moi, man, j'ai vraiment du respect pour le peuple acadien, puis je trouve ça cool. C'est comme nos frères supporters de la langue française au Canada. On pense souvent qu'au Québec, on est tout seul là, à quémander genre, le respect du français, mais tu t'en vas au Nouveau-Brunswick, c'est à la côte, puis tu te rends compte qu'il y en a bien d'autres. Ben oui. Ouais, puis eux, tu sais, c'est même plus juste le combat du français, c'est le combat pour l'accent aussi en même temps. Parce que, tu sais, nous, au moins, tu sais, même si le français, mettons, il est un peu en danger, on peut quand même parler le français, mais des fois, là-bas, ils se font dire, tu sais, comme, il faut que tu changes ton accent. Fait que c'est pire, tu sais. Tu peux même pas parler ta vraie langue. Ben oui, quelqu'un comme Irving Blais, tu sais, le chanteur acadien, puis même quelqu'un comme Tibéliveau, là, le chanteur qui... Ah, je connais pas, moi. Ben, en tout cas, ça marche. Tu sais, il y a Lisa Leblanc, Petit Béliveau, Ouais. puis je sais pas, les hôtesses d'Hilaire, c'est pas mal, tu sais, comme les bands qui marchent pas mal. Puis lui, c'est ça, je veux dire, il allait à l'école, puis sa maîtresse, elle disait, ben là, tu sais, il faut que tu parles le vrai français, tu peux pas parler le chiac. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. C'est pire que nous autres, puis eux sont entourés d'anglophones. Moi, j'étais allé à Grand-Pré, le lieu, tu sais, où est-ce que les Acadiens étaient, tu sais, le berceau, tu sais, des francophones au Canada. Yo, c'est juste des anglophones. Ah ouais. Yo, c'est juste des anglophones. Même la personne, je pense, qui m'a servi, genre au musée acadien, genre c'était un anglophone à la base, c'est dégueulasse. Là. Oh, ouais. C'est-tu encore comme ça dans les écoles qui se font dire tu peux pas parler le chiac, puis... Ben, pas mal, ouais. Ah ouais? Ouais, ben, même, tu sais, Petit Béliveau, je pense qu'il est dans vingtaine, début trentaine, même pas, puis c'est ça, là. Il racontait ça dernièrement. C'est ça aussi, là. Même Irving Blais, ça tourne sur la ligne à hard et ça parle de ça, là. OK. J'ai une fixation sur ce qui est acadien. C'est poche, par exemple. Mais respect en tout cas à ça, puis je trouve ça plate. En tout cas, de savoir ça qui... C'est le chiac, c'est comme notre joie à nous autres, mais le E là-bas, là. Ah ouais, OK, nice. Ah ouais. Album au-delà du real ou du réel, j'ai tout le temps prononcé le real, hein, ouais. OK, yes. Fait que ouais, album avec une sonorité très, moi j'aime ça dire un peu la gigue, très très bonne franquette. C'est-tu ton premier projet? C'est-tu la première fois que tu faisais des chansons qui sonnaient un peu comme ça ou t'étais très musical dans la vie, pas juste une sonorité, pas juste l'hip-hop? Fait que c'était-tu comme un essai que tu voulais faire ou ben non, c'est de quoi que t'étais habitué de jouer avec? C'est un rêve. Ouais. Parce que le nom au-delà du reel, il date de genre début 2000, à peu près, début 2000-2003. J'avais ce style-là. J'avais même fait un recueil de poésie. Ben, je prenais mes textes avant, je les imprimais, je les mettais dans une affaire. Je printais ça, puis je vendais ça 2 piastres dans un bar. Puis ça s'appelait Au-delà du reel. J'ai tout le temps rêvé de faire un album qui était pour s'appeler Au-delà du reel. Puis là, j'ai tout le temps rêvé de mélanger le rap puis la musique traditionnelle. Yes. Puis là, j'ai fait ce projet-là, puis là, ça prenait un titre. Je me dis, ben, au-delà du reel, parce que dans le fond, au-delà du reel, c'est comme du rap, tu sais, c'est comme au-delà. En même temps, à la claire ensemble, post-rigodon. L'idée de post-rigodon, c'est comme, tu sais, du rap, de la musique après le rigodon plus moderne. Mais tu sais, eux, ils avaient pris le nom, fait que je pouvais pas le prendre. Parce que c'est un peu du post-rigodon que je fais d'une certaine manière. Puis c'est ça, c'était au-delà du reel. Ça avait tout le temps été mon rêve. Tout le temps. Même avec mon ancien groupe Gatineau, on avait fait une chanson 7 carrés, mais finalement, ça avait reviré punk parce que d'autres, ils reviraient punk. Avec Org, on a fait la tune Tam Dili. Je suis même pas capable de dire le titre, la tune de Cabane à sucre. Mais moi, c'était vraiment mon trip de le faire. Puis en ce moment, en show, j'ai des vraies tunes traditionnelles que j'ai écrites. Là. Tu tapes du pied. Ah ouais. Très nice. Yo, tu me vois en show, là, puis si je fais pas mes tunes rap, tu penses que je suis un chanteur traditionnel, parce que c'est des vraies tunes traditionnelles. Nice. Il n'y a pas de beat. Fait que c'était tout le temps mon rêve de faire
cette musique-là, puis de la mélanger. C'est un peu aussi, pour pas perdre le monde, c'est un peu une espèce d'album de transition, parce que là, les prochaines tunes, je risque d'avoir des vraies tunes de country, puis des vraies tunes de trad, comme j'ai dit. Fait que là, tu sais, c'est une espèce d'album de transition, mais j'ai tout le temps voulu être un chanteur de musique traditionnelle. Tout le temps. Est-ce que tu dirais que tu préfères faire ça à faire du hip-hop? Un peu au moins. Un peu? Okay. Ouais, quasiment, parce que comme j'ai dit, tu sais, je fais mes vieilles tunes, puis là, mettons, des tunes de vieux plutôt, puis là, les vieux, ils trippent. Puis, oui, c'est que je suis plus musical. Tu sais, avant, je rappais, mais là, je suis musical. Tu sais, je fais mes mélodies, je chante. J'ai appris à taper du pied. C'est ça, moi, la pandémie, avant, je faisais pas de musique. Là. J'ai fait mes beats. Là. J'ai appris de la bass, la guitare, là, le ukulélé. J'ai appris à taper du pied. J'ai appris à surlutter. Tu sais, fait, je suis vraiment... Tout ça pendant la pandémie. Ça a bien été. Pandémie est rentable. Yo, mais c'est ça. Incroyable. Mais c'est ça. Ben, tu es relié directement au divertissement et au monde du spectacle durant la pandémie. Tu n'avais plus rien là, en avant de toi. Là, fait que tu avais du temps. C'est ça, même pas de poster. T'as-tu trouvé ça rough financièrement puis moralement aussi? aussi? Ouais, c'est ça, là? plus moralement aussi. Non, man, j'ai été fucking chanceux parce que j'ai signé une espèce d'affaire que toutes les redevances de mon ancien band Gatineau puis toutes les redevances de Vintage à l'os, il y a une affaire que j'avais jamais reçue. Fait que là, j'ai signé une affaire. Fait que là, j'ai reçu un chèque de ça. Fait que t'as été good. Oui, c'est ça. Fait que j'ai pu relaxer. Puis, tu sais, il y avait la PCU. Puis, dans le fond, on dépensait pas bien, t'es tout le temps à la maison. Fait que, ça. Fait que ça t'en est bien sorti. Puis tu t'es occupé en apprenant 56 instruments. C'est correct, ça. Pour les instrus de cet album-là, en fait, tu dis que tu produisais des beats. C'est toi qui as dit produire la totalité des instrus, c'est ça, j'ai bien compris? Ouais, tout. Nice. Tu as travaillé avec les instruments ou il y a de l'échantillonnage qui a été fait là-dedans? Il y a de l'échantillonnage au début, mais il y a aussi, j'ai pas né des vrais musiciens, mais c'est tout échantillonné. J'ai tout fait ça sur Machine Live, puis Machine, la drum machine. C'est ça, l'espèce de nouveau MPC. Ça, j'ai tout fait mes beats. Puis là, j'étais arrivé en studio pour on a pris des vrais musiciens. Il y a Yves Lambert, la bottine souriante. C'est lui qui joue l'accordéon puis l'harmonica. Le drummer, c'est Benji Vigneault. C'est le fils de Gilles Vigneault. Oui. C'était... mais la première chanson, la chanson de Barbe, la mauvaise herbe, c'est une musique de Gilles Vigneault que les Charbonniers de l'Enfer ont chanté en show. Moi, j'ai pogné la version en show, je l'ai samplé. Puis en studio, c'est ça, c'était débile. Écoute, cette tune-là, là, Benji, il joue, je l'ai sur mon téléphone, là, je le filme, puis il joue la passe de drum, là, puis à la fin, il se revient, puis il me regarde, puis là, tu l'entends pas, mais il dit « J'ai les frissons ». Puis il est sorti du studio, il dit « Chris, qu'on l'aime, cette tune-là ». Il dit « Tu peux pas savoir », il dit « Man », il dit « Je m'étais pas ressenti comme ça depuis que j'avais eu 4 ans. » Il dit, tu sais, quand j'étais petit, ma famille, on faisait des parties traditionnelles dans la cuisine. Puis là, j'étais là, je tapais du pied, puis je tripais là-dessus. Je me suis pas revu. Tu sais, comme ça me ramenait quand j'avais 4 ans. Mais le gars qui est en train de dire ça, quand il avait 4 ans, il était avec fucking Gilles Vigneault. Non, c'était Gilles Vigneault. C'est Monsieur Trad, là. C'est pas comme, mettons, moi, mon party chez nous, genre, tu sais, ça devait pas être... Avec la battante qui joue de l'accordéon à peu près, puis que... Non, c'est comme nous. Il dit, je m'étais pas ressenti de même, là, depuis que j'avais été enfant, mais tarnac, man. Aïe, aïe. Ouais. Puis c'est ça. Fait que j'ai eu lui, j'ai aussi le gars... Frank Plante, le claviériste de Carquois, Louis-Jean. Puis c'est ça. C'était-tu une idée que tu avais de connecter avec tous ces gens-là pour faire l'album? Ou tu avais prévu ça de même? Ou petit à petit, les idées se sont présentées de fil en aiguille? Benji, je le connaissais parce qu'il avait été drummer pour mon ancien band Gatineau. Puis c'est mon drummer préféré. Là. C'est qui joue bien. Puis Frank Plante, c'est fucked up parce que dans les années 90, moi, j'allais chez eux, on se tenait ensemble, mais comme on faisait pas de musique, fait qu'il y a des photos où est-ce que, tu sais, je posais avec tout le band Carquois, on est dans la cuisine, mais on fait pas de musique, tu sais, mettons, tu fais comme, OK, genre, tu sais, c'est le chanteur de rap, puis le groupe. Non, on se tenait ensemble, tu sais, comme... chillait ensemble. Oui, il y a des photos, nous autres, tu fais comme, OK, c'est à cause de ça, mais non, on n'en faisait pas de musique. C'est ça, Benji, Frank, je le connaissais de même. Puis le gars de la bottine souriante, ça a été l'idée comme du gars qui a fait la co-réalisation de l'invité aussi. Moi, j'avais le goût d'avoir aussi Gervais Lessard, c'est le gars de la Rêve du diable. Tu sais,
Tonden, Lariden, Matapatali, Ok. Matapatali. L'original, ben, c'est ça, c'est lui. Là. OK. Ah, ouais. Fait que c'est ça. Mais moi, je suis un tripeux de musique. J'aime la musique. J'aime beaucoup les vrais instruments. J'aime aller voir des shows. J'ai tout le temps... Mon ancien band Gatineau, c'est un vrai band en show. Cargo Cult aussi. Fait que pour moi, c'est important d'avoir un vrai band en studio là, qui joue. Je comprends. Je parle beaucoup, hein? Non, mais... Non, pas tout. T'es là pour ça, mais Ouais, c'est je ça. sens pas... Côté vidéoclip, parce qu'il y a quand même... rappelle-moi comment il y a de vidéoclip dessus. T'as clippé combien de chansons sur ton album? Ben avec Org, je pense qu'on en a fait 4. Je pense, je suis pas sûr. Puis avec moi, là, j'en ai fait 2. Je pense. Il y a Barbecue. Ouais, c'est ça. c'est la Barbecue, seule qui- Ouais. puis La main dans le sac. C'est comme un Ouais, la main faux... dans le sac, c'est vrai. Ouais, c'est comme un faux clip. C'est que je faisais un show, puis le réalisateur Karloff, il dit, ben, je vais venir te filmer. Fait qu'il est venu me filmer, fait qu'il a monté ça. C'est cool. Puis Barbecue, en tant que tel, c'est toi qui as eu l'idée ou... Ouais, à la base, oui, j'ai eu l'idée, tu sais, de faire ça. Mais moi, quand j'ai composé la tune, j'avais le refrain, puis j'ai commencé à l'écrire. Puis quand j'ai trouvé, je l'ai écrit en un après-midi, ce texte-là. Ah ouais, ça a bien nice. été. c'est venu. Puis les fois, j'ai raté un giro. Le gros sont bien rares. Je pratique mon art comme un pro, comme Hugo Girard. Parce Ouais. que j'ai écrit ça parce que la veille, moi et ma blonde, on écoutait Le Câble. Puis il y avait des émissions avec Hugo Girard, Barbecue. Je suis comme, oh my God, faut que je fasse un clip avec lui. Non, non. Fait que j'étais vraiment dedans. Fait que là, je me suis dit, ça prend absolument Hugo Girard, tu sais. Fait que tu l'as contacté? Oui. OK. Ben, c'est que ça s'est mal passé. Voyons. C'est pas mal passé, mais je vais voir, mettons, sur UDA. Fait que là, c'est écrit, tu sais, agent de Hugo Girard. Puis là, je vois le nom du gars. Je pogne mon téléphone. Puis là, je suis nerveux de l'appeler. Je suis dans ma cour chez nous. Puis là, je pogne le téléphone, puis ça commence à sonner. Je l'échappe à terre. Je suis comme tabarnak de calice, de style de crise, de sacrement de style. Puis comme, oui, allô? Je suis comme, oh fuck, je m'excuse. Non, non. Puis là, il est parti à arrêt. Je man, je dis, tu sais, je suis une bonne personne. Là, j'ai expliqué. Non. C'est ça, je dis absolument. Il Ouais, te connaissais-tu ou... Non. Non? Non, non. Il avait non, pas non. écouté Vintage à l'os en tant que tel? Ou... Ah oui, il connaissait. Ben, tu sais, c'est ça. Le gros problème, c'est qu'il y a bien du monde qui connaissent la tune Vintage à l'os puis ils savent pas que c'est moi. C'est Non, toi, c'est ouais, ça. c'est ça pareil. Hein? Ils font pas l'association. Fait que Non. ça l'aide pas ma carrière, ça. Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent une tune puis ils savent pas c'est qui la chante. Ils savent juste que cette tune-là, Eh ils ben, l'aiment. ouais. Mais c'est parce qu'il y a plus de musique plus. Fait qu'on n'associe plus la face. Ah C'est oui. vrai, hein, c'est vrai. Ouais, moi, quand je chantais dans Gatineau, mes clips, ils passaient non-stop à Musique Plus. Tout le monde savait j'étais qui, là. Tu sais, les projets avec Org, puis ce projet-là, c'est plus pop, c'est plus populaire. Je m'adresse à plus de monde. Mes chansons ont plus joué à radio, mais je suis moins connu parce que Il n'y a pas la même fenêtre que dans c'est le temps. ça. Il n'y a pas de musique plus. Il n'y a Non, plus c'est de vrai. revues. Avant, mettons à Montréal, je parle pour Montréal, mais comme tu allais dans un café, il y avait le journal Nightlife, il y avait le journal Voir, le Ici, le Hour, le Mirror. Fait, il y avait le Bang Bang aussi. Fait que tu allais prendre un café, puis il y avait tous ces jours, tu sais, comme le Exclaim, là, tu sais, ça traînait. Fait que tu pognais ça, tu checkais ça, tu voyais la face de la personne avec le nom, mais là, on tombe plus sur quelque chose. Ce que ton téléphone te propose, c'est ton algorithme. Ouais, c'est les choses que toi t'aimes, fait qu'il te montre juste les affaires que toi t'aimes, fait qu'il te montrera pas nécessairement ce que tu La nouveauté, la ou nouveauté quelque chose. ou quelque chose qui te sortirait de ta zone de Tu ce sais, que qui tu est- aimes. qui là. est dole aussi, c'est que c'est facile d'accès. Fait que le monde ne va pas faire les recherches pour en savoir plus non plus. Tu sais, ils vont écouter une chanson, ils vont dire ah ben oui, la chanson est bonne, Ouais. tu sais, mais c'est bien rare que tu vas aller chercher sur l'artiste aussi. Là. Tu sais, ils vont écouter la chanson, ils vont la mettre dans leur playlist, tu sais, puis Puis on est tellement bombardé d'informations. Tu checks sur ton cell, tu scrolls, tu vois, OK, ça c'est cool. 4 secondes après, il y a d'autres choses de cool. Fait que ça rentre plus dans la tête comme quand tu prenais le temps d'ouvrir une revue puis de lire un article ou de regarder le clip à Musique Plus parce qu'il passait rien que là à Musique Plus. Fait que tu l'attendais en Jésus-Christ. Ben non, c'est ça. ouais. C'est ça. Non, c'est dramatique. Puis c'est ça aussi, tu sais, même sur YouTube, je veux dire, il faut que tu cliques sur quelque chose. Oui. Tu sais, c'est... en Ben, le tout cas, pire, c'est qu'une chance qu'il y ait YouTube. Tu sais, si on se fiait juste sur Spotify. Ben, en tout cas, vous allez me juger, mais j'ai pas encore Spotify dans la vie. Ben, moi non plus, j'ai J'ai pas pas des Spotify. clips, là. Non On peut plus, pas j'ai regarder pas- des clips Non. sur Spotify. là. Non. Fait que c'est vraiment juste de l'audio. Puis je pense que c'est ça qui domine vraiment pour écouter la musique. Fait Oui, que- c'est pas mal Spotify puis Apple Music qui est là pour le écouter la son est musique. pourri. Moi, je suis abonné aux deux, là. Ouais. Puis un soir, sur Spotify, t'as pas les paroles. Ben, à ce temps, ils commencent à les mettre, mais t'as pas les paroles. Ils Puis mettent à un un peu moment plus, donné, j'écoutais une tune d'un gars. Puis là, j'étais comme crime, j'ai pas les paroles. Je vais le mettre sur Apple pour voir les paroles. Fait que j'ai reparti exactement la même tune. Là. Le son était vraiment plus fort, mieux défini.
Spotify, le son est pourri. Tu vois vraiment la différence parce que c'est pas comme un le monde comme moi j'aime mieux ça. Moi j'ai les deux. Ouais. J'ai vraiment vu la différence. C'est ça. Tu switches là, puis il y a vraiment plus de puissance sur Apple, c'est meilleur. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, moi aussi. Ouais. Parle au diable, man. Je suis curieux d'aller vérifier. Puis là, pour ton album, tu as un spectacle de prévu prochainement à Québec. Oui. Ben oui, Parlons-en un peu, man. Le bal du diable, c'est ça, je suis allé faire mon tour aujourd'hui, j'ai vu de quoi ça avait l'air, mais c'est ça, je joue le 8 octobre au bal du diable. Petit party, je vais faire des petites tunes au ukulélé, puis Ben oui, c'est ça. mes tunes traditionnelles. Malade. Non, Ça, c'est à Limoilou, hein, le bal du diable ou le bal du lézard? Bal du lézard. Ouais, ça, c'est mon Faut que expression. j'ai pas dit Parce que ça m'arrive de manquer de concentration aussi, man. On s'en veut pas. C'est au 1049 3e Avenue à Limoilou. Cool. Pour les connaisseurs de Québec, ça va être entre la 10e et la 11e rue. Ah, tu es déjà allé? Parce que c'est 1049, puis à Québec, ça marche de même entre les Ah, avenues. ok. Mais je fais un autre show aussi la veille. Tu sais, c'est pas à côté, mais je sais pas, pour moi, c'est plus proche. Mais comme à Trois-Rivières aussi, Zenob. OK. J'ai un show Zenob, c'est l'espèce d'after-party le festival de poésie de Trois-Rivières. OK. Fait que je vais faire un show, c'est ça, le 7, puis le 8. Fait que je vais être dans le coin en fin de semaine prochaine encore. Là. Cool. Nice, man. Ben, man, avant de passer en chanson et en perfo musical, je te propose la partie d'entrevue qui s'appelle La Rafale. Okay. C'est réservé aux artistes du mois, c'est juste une question de choix, genre ça ou ça. Okay. Ça peut être plein de domaines de la vie, autant musique, autant que peut-être pas musique. Okay. Cette question, cette réponse, si ça te tente. OK. Puis c'est rien de malaisant. Check. On commence un gagnant. Il y a toujours juste un gagnant. On commence première question très simple, banjo ou violon? Banjo. OK. OK, nice. Ouais. Sais-tu jouer du banjo un peu? Je l'ai loué à un moment donné, puis j'ai essayé de jouer, puis un soir, j'ai arrêté. Mais c'est un de mes projets. Je vais en jouer. C'est sûr. Quand je vais être mort, je vais pouvoir dire que j'ai joué. Du banjo. Je pourrais plus le dire, là, mais avant de mourir, je vais jouer du banjo, c'est sûr. Je m'en vais vers ça. Il y a une chanson, un solo de banjo que j'ai eu le temps de trouver malade. Le gars s'appelle Earl Scroggs. Earl Scroggs. Tu connais ce nom-là? Ben Foggy Mountain Breakdown. Celui qui joue ça, moi, j'ai plein de vinyles de Earl Scroggs. Ah ouais? Je tripe sur Ben Monroe aussi. Non, je connais Bluegrass. Puis tu sais, l'album Pulse Boutique, Beastie Boys. Mm-hmm. Dans le temps, c'était la cassette. Le deuxième côté, il y a une tune qui s'appelle Five Piece Chicken Dinner. Puis c'est une tune de Earl Scroggs, mais reprise sur la bande sonore du film Délivrance. En tout cas. Peu importe. Okay. Non, je connais pas. Film Délivrance, c'est un vieux film du monde qui se perd dans le bois puis qui... Je pense. Je sais pas. J'ai juste le vinyle. Moi, j'ai pas vu le film. Mais il y a beaucoup de banjo dans ça. Là. Ça a été la cause du revival du bluegrass au début des années 70. Très nice. Numéro 2, Wu-Tang. Pareil. Hein? Sérieusement, culturellement. Ma valise de char est pleine de country. Chez nous, j'ai une shed pleine de vinyles de country. Mon salon est plein de vinyles de country. Je dépense entre 200 et 500 $, genre par semaine. Là, non, je suis pas allé à Saint-Tite. Non. Mais je tripe sur le country. Là, c'est une maladie mentale. C'est une obsession. Malade. Oui. Okay, deuxième question, Wu-Tang ou NWA? Wu-Tang. OK, yeah. Tu nous parles. On n'enlève rien de NWA. Non, jamais. Moi, j'écoutais beaucoup de rap, c'est ça. En tout cas, j'ai traîné mon âge, mais en 86, de 86 à 90, j'écoutais beaucoup de rap, mais j'achetais toutes les affaires qui sortaient. C'était une maladie mentale encore. Puis quand le gangster rap est commencé à arriver, j'ai décroché. Je me retrouvais pas là-dedans. Okay. Les bitches, les guns, j'étais comme Puis là, tu sais, le grunge était arrivé, les cheveux m'ont poussé, puis j'écoutais du Sonic Youth. T'as fait d'autres choses, c'est ça. Nice. Concert ou enregistrement? Aimes-tu mieux faire des shows ou enregistrer des chansons? Ben, aimes-tu mieux, mettons que je te donne le choix entre les deux, là. Concert ou rec? Les shows. Les shows, OK. Ouais. Contact avec le crowd. Ouais, c'est ça. Puis aussi, j'aime ça. J'étais un peu gaffeur. Fait qu'en show, ça passe bien, c'est drôle, c'est sympathique. Mais tu sais, comme sur un album, c'est officiel. Puis il y a beaucoup de stress, justement, comme, recommencer les lignes, les affaires. Puis là, en tout cas, non. En show. Lors d'un voyage, mettons, Nouvelle-Zélande ou France? J'étais allé souvent en France, je pense. Je prendrais la Nouvelle-Zélande, ouais. Pour découverte. Ouais, découverte. Ouais. C'est là qu'ils ont tourné Seigneur des Anneaux, man. Ben oui.
Ben, mon cousin, M'en va là. mon cousin, il a passé. Je suis parti. Mais mon cousin, il a été vivre 1 an là-bas. Genre, ils sont tous vendus, puis ils sont partis vivre 1 an là-bas. Puis ils ont envoyé des photos dans les maisons de Hobbit, puis tout, c'est quand même cool. T'es allé souvent en France pour travail ou pour... Travail ou loisir. Non, juste pour des shows. J'étais allé faire une résidence de création aussi en 2019, mais j'ai fait 2 fois le Printemps de Bourges. C'est le gros festival en France. OK. Tu sais, mettons, Québec, c'est le Festival d'été de Québec ou le jazz. Mais en France, c'est ça. J'étais allé 2 fois, puis j'étais allé une couple de fois. C'est ça, pour faire des shows pas mal. Ouais. Ah, très nice. Question numéro 5, snowboard ou hockey? Snowboard, je n'ai jamais fait. Puis j'aurais tellement aimé ça en faire. J'ai fait du skateboard, par exemple. Mais snowboard, j'étais trop pauvre, là, mais... si j'aimerais ça faire du snowboard. Ben, trop pauvre. Le pire, c'est quand j'étais jeune, moi, je voulais jouer au hockey, puis mes parents ont dit, veux-tu faire du snow à la place? C'était moins cher, puis c'était moins de... Toutes les fois, en tout cas. Ben, j'ai fait le hockey. J'ai joué... j'ai fait 3 années d'école de hockey, plus la première année d'Atome. Je veux dire, j'étais... pareil, là. Ouais, puis mon frère, c'était... Je pense le meilleur joueur à Terrebonne. Ça a l'air facile de dire ça, mais tu sais, je pense que c'était comme Atome, Pee-Wee, Midget, puis Bantam. Mais lui, il était dans le Pee-Wee, puis il le mettait dans le Bantam. Ben, je sais pas si je le dis bien, en tout cas. Bantam. Il le mettait dans le Bantam, il était haut de même, puis il l'envoyait jouer. Mettons, quand l'équipe allait jouer ailleurs, dans une autre ville, ben là, le monde ne savait pas trop, tu sais, c'était qui. Il faisait jouer mon frère, là, parce qu'il était tellement bon, là. Il était avec les gars de 16 ans qui commençaient à avoir de la barbe, puis il était fucking petit. Non, c'est ça. Mais tu sais, la vie a fait que, tu sais, des fois, tu rencontres les mauvaises personnes, il s'est pas rendu là, mais il aurait fait la Ligue nationale, c'est sûr. Très fort. Cool. Mercedes-Benz ou Westphalia? Je ne sais pas. Ben, j'aime beaucoup voyager, mais je sais pas si je dormirais dans un Westphalia. Mercedes, c'est... Ouais, un peu de luxe, là. Un peu de confort. J'aime ça rouler en auto, là. Non, ouais. Yes, sir. Puis on termine ça. Chasse ou pêche? Ni un ni l'autre. J'aime pas ça. Non, tuer des animaux, non. OK, fait que même pas la pêche aussi. OK. Mais peut-être pêche, on dirait que la pêche, c'est moins pire. Je sais pas comment dire. Mettons, tu sais, tirer un orignal, je serais comme, non, mais comme pêcher, me semble que tu jases, puis on dirait que c'est quasiment inoffensif. Ou que ça... Ouais, c'est vrai. C'est pas de ma faute, c'est juste que la ligne était tombée. C'est pas moi, mais tu sais, je suis végétarien. Fait que, OK. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, on est allé en Nouvelle-Écosse, moi, Melbourne, on est végétarien, tu sais, comme Slash, des fois vegan, puis Chris, il n'y a pas de journée où on n'a pas mangé un fish and chip parce que, man, t'es en Nouvelle-Écosse. Ouais, tant qu'à être là. Vous êtes flexitarien, mettons. C'était fucking bon. Ah ouais, c'est sûr, man. Yo, les chats, tu roules sur la route, là, genre, tu sais, il y a comme une espèce de madame, genre, dans une espèce de cabine, puis là, elle fait ça sur le bar là, tu sais, Chris, ça va être là, c'est la meilleure affaire au monde. C'est qu'on mange bien en Nouvelle-Écosse. Okay, parfait, tu as remporté la victoire de la rafale. C'était pas plus compliqué que ça. Ça a bien été. Yes, sir. Je propose qu'on y aille en musique. Puis après ça, on va vous parler de nos partenaires. On va les laisser en parler eux-mêmes. Puis au retour de pause, ça va être Perfo Live direct dans le bloc. Fait qu'on y va comme ça. On écoute un doublé de ton album Au-delà du reel. On va écouter La Mauvaise Herbe et Depuis que je bois plus, que moi, il est ma chanson. Ou on peut changer. On va si changer. Je voulais les faire. Ben oui, mais des fois, d'en faire une, ça peut... les gens vont la reconnaître peut-être. Ou c'est bon, check bien, on va y aller avec... Vintage à l'os, là. Vintage à l'os? Ah ouais, mais ça. Non, Vintage à l'os. Moi, on va la reconnaître. Man. Ah oui, le Parfait, monde va parfait. faire comme je vais continuer à écouter. Parfait, on écoute Vintage à l'os, puis on revient avec la Perfo Live au retour. Restez là, vous êtes dans le bloc. L'artiste du mois de septembre à CJMD. Hey, c'est bon! C'est bon. Une présentation Le bloc hip-hop.